Bonjour, pour cette 31e capsule vidéo, on va parler d'évaluation. Donc, je vais vous donner en fait quelques repères théoriques là, pour évaluer les apprentissages en mathématiques au primaire. Il est à noter dans le fond que vous allez voir avoir un cours précis là, au 6e trimestre là, sur un cours d'évaluation, mais pas particulièrement en mathématiques, mais vous allez aborder l'évaluation au sens large, j'imagine, et j'imagine que vous allez voir aussi plus particulièrement pour chacune des disciplines. Mais pour l'instant, je voulais déjà que vous ayez une idée, en fait, en mathématiques, comment on peut évaluer avec les grilles, les compétences et tout ça. Puis, donc ça, c'est la capsule sur les repères un peu plus théoriques. Puis, vous allez pouvoir réappliquer, en fait, tout ce que vous voyez de cette capsule dans la prochaine capsule vidéo où il y aura une application un peu plus à partir directement de solutions d'élèves. Donc, l'objectif de la capsule est d'appuyer toute connaissance mathématique sur l'utilisation de différents instruments. Ici, on va se situer plus dans le etc., qui est des grilles d'évaluation, en fait, là, plutôt plus largement le cadre d'évaluation des apprentissages. Donc, toujours en exerçant un jugement critique. Donc, on va aller voir ce cadre d'évaluation des apprentissages. Donc, je vous invite d'abord, avant de poursuivre, d'aller survoler le document qui s'appelle le MELS 2011, cadre d'évaluation des apprentissages qui se trouve sur Moodle. Puis on va aller le regarder ensemble, on va voir où il se trouve aussi directement sur le site du ministère. Puis on va aller voir dans le fond, plus particulièrement les trois compétences avec leurs critères particuliers. Donc les trois compétences qui sont résoudre une situation de problème mathématique, raisonner à l'aide de concepts et processus mathématiques, puis communiquer à l'aide du langage mathématique. On verra que cette troisième compétence-là amène à formuler seulement de la rétroaction formative et elle n'est pas évaluée au sens propre là, avec une note sommative. Donc, allons-y. Allons voir d'abord le cadre d'évaluation sur le site du ministère. Donc, quand on arrive sur le site du ministère avec le lien que j'ai mis qui est plus large, en fait, là, plutôt que le document qui va être statique, l'avantage, en fait, d'aller sur les documents sur le site du ministère, c'est que s'il y a des changements, des mises à jour et tout ça, on va toujours avoir le document le plus à jour. Donc, quand on arrive sur le site, on voit qu'on a le programme de formation de l'École québécoise, donc le PFEQ. Il y a la progression des apprentissages, donc le document de progression des apprentissages qu'on a aussi regardé à quelques reprises dans le cours. Puis, ce qu'on n'avait pas abordé encore, le cadre d'évaluation des apprentissages. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il fournit des balises pour constituer les résultats des élèves qui vont être transmis à l'intérieur du bulletin unique, puis que pour chaque discipline, il y a des critères particuliers. Donc, on va aller voir un peu plus particulièrement. Donc, on peut aller ici sélectionner selon l'ordre d'enseignement. Donc, allons-y pour le primaire. Et après ça, on va pouvoir y aller, comme vous voyez, là, on peut voir, il y a le tableau synthèse, il y a les compétences transversales, bon, tout ça, mais on peut y aller plus spécifiquement, on va aller voir le domaine de la mathématique, des sciences de la technologie, puis en mathématiques. Et là, on va voir justement ici, donc ce sont les mêmes documents officiels qu'on a déjà abordé, le programme, la progression des apprentissages, puis là, celui qui nous intéresse, cadre d'évaluation des apprentissages. Pourquoi je vous dis, comme je vous disais sur le site, on va avoir toutes les mises à jour et particulièrement, il y a des documents en fait qui ont été ajoutés, par exemple, cette année pour des pistes de réflexion pour cibler les apprentissages essentiels d'ici la fin de l'année scolaire. Donc ça, c'était l'an dernier, mais là, dès cette année, des apprentissages à prioriser dans le contexte de la pandémie là, pour l'année scolaire. Cette année scolaire. Donc, vous voyez qu'il y a des documents qui sont déposés aussi selon le contexte. Donc, ça peut être utile, en fait, d'aller les voir directement, les documents les plus à jour. Donc, dans le document du cadre d'évaluation des apprentissages du ministère, on va voir, dans le fond, qu'est-ce que ça recoupe? Dans ta matière, on voit qu'il y a une introduction. Ensuite, il y a chacune des trois compétences, résoudre une situation, problème mathématique, raisonner à l'aide de concepts et processus mathématiques, c'est la deuxième compétence. Et troisième compétence, communiquer à l'aide du langage mathématique, puis trois annexes en lien avec chacune des trois compétences. Donc ici, on va voir maintenant, peut-être juste d'abord faire une brève distinction, puis je vais revenir tout à l'heure, la différence entre les deux premières compétences. Donc la première compétence, résoudre une situation problème mathématique. Il faut dire qu'une situation-problème, c'est vu comme c'est plus qu'un problème, là, un problème avec un petit paragraphe. Souvent, c'est une plus grosse mise en situation. Puis l'idée, c'est un plus gros problème où il va y avoir beaucoup de données, il va y avoir du tri à faire. Donc, ce n'est pas... Ça demande plus de réflexion que de l'application directe. L'application directe, c'est souvent dans la deuxième compétence, où là, on a tous les outils déjà à notre disposition, puis on peut directement appliquer puis raisonner à l'aide de concepts et processus mathématiques. Donc, souvent, il y a une différence entre une situation-problème et un problème. Puis la troisième compétence, elle, c'est un peu d'autres choses. Elle cible la communication, en fait, qui peut se faire à la fois pour la première et la deuxième compétence. Donc, j'y reviens
un petit peu plus tard. Donc, on voit que pour le cadre d'évaluation des apprentissages, bon, la première des choses, peut-être, ce serait de situer la place des connaissances dans l'évaluation. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, en fait, quand il y a eu le nouveau programme à l'époque, il y a déjà 20 ans, de est-ce que les compétences remplacent les connaissances? Donc, si on dit bien que les connaissances sont au cœur des apprentissages des élèves, sont la base même des disciplines enseignées à l'école, donc, il faut, dans le fond, pour développer des compétences, il faut bien asseoir les connaissances elles-mêmes. Donc, on ne dit pas dans ce document-là qu'il faut choisir un ou l'autre, il faut développer les deux. Donc, pour arriver à développer des compétences, il faut développer des connaissances. Donc, les deux sont importantes. Ensuite, bon, on explique la structure des cadres d'évaluation avec les bulletins et tout ça. Puis, le rôle de l'enseignant en évaluation. Donc, on dit qu'il est bien important, en fait, que l'enseignant fasse preuve de son autonomie professionnelle, puis doit choisir lui-même les instruments d'évaluation qui sont appropriés, dans le fond, selon les élèves. Puis, il pourrait même les ajuster selon les élèves en difficulté ou qui ont des plans d'intervention, par exemple. Donc, si on regarde, on explique ici pour la première compétence. Donc, la première compétence qui est, résoudre une situation problème mathématique. On indique qu'au premier cycle du primaire, ça compte pour 20% de la note du bulletin et au deuxième et troisième cycle, cette compétence-là compte pour 30% de la note du bulletin. Donc, on voit qu'il y a les contenus. Donc, les contenus, c'est les connaissances qui sont liées au domaine mathématique de l'arithmétique, géométrie, mesure, statistique et probabilité. Puis ici, on a les critères d'évaluation. Donc, pour chacune de ces notions-là, chacune des notions qui découlent des domaines, il faut, dans la première compétence, quels sont les 4 critères? Ça va être premièrement de manifester oralement ou par écrit la compréhension de la situation problème. Donc, est-ce que j'ai compris ce qu'il fallait faire? Est-ce que j'ai mobilisé correctement les concepts et processus requis pour produire une solution appropriée? Donc, j'ai d'abord compris ce qu'il faut faire, puis maintenant, je l'ai fait comme il faut. Est-ce que j'ai bien explicité oralement ou par écrit des éléments pertinents de la solution? Donc, ça, c'est plus la clarté, en fait, de la démarche. Puis, est-ce que j'ai bien expliqué adéquatement ou à l'écrit ou à l'oral la validation de la solution? Puis là, il y a une petite note qui dit que ça, c'est juste une rétroaction à l'élève, donc c'est formatif, mais ça ne tient pas compte de l'évaluation sommative là, pour le bulletin. Puis, il y a une autre petite note ici en lien avec les domaines ici, que dans le fond, ça revient aussi, ces domaines-là sont les mêmes que ceux qui sont pris en compte pour la deuxième compétence, soit de raisonner à l'aide de concepts et processus mathématiques. Donc, si on résume, 4 critères. La première, est-ce que tu as compris ce qu'il faut faire? Est-ce que tu es capable, maintenant c'est le comment le faire, est-ce que tu arrives à bien le faire? Est-ce que tu es capable de bien expliquer ta solution puis que ça soit clair? Puis, dans certains cas, est-ce que tu es capable de valider ta solution? Si on regarde maintenant la deuxième compétence, donc la deuxième compétence qui est de raisonner à l'aide de concepts et processus mathématiques. Donc, encore une fois, là, il y a une pondération selon si on est au premier cycle ou au deuxième, troisième cycle. On voit 80% au premier cycle et 70% au deuxième et troisième cycle. Donc, déjà, on peut voir qu'on arrive déjà à 100%. Hein. On avait, à première compétence, on avait 20% au premier cycle, puis 30% au deuxième et troisième cycle. Donc, on est déjà à 100%. Donc, on verra qu'il n'y a pas de pourcentage accordé à la troisième compétence, donc communiquer à l'aide du langage mathématique. Donc, c'est seulement une rétroaction qui est formative. Avant, ça a évolué. Donc, avant, il y avait une pondération. Mais on s'est rendu compte, en fait, que quand on veut évaluer la communication de langage mathématique, on veut le faire soit dans des différents problèmes qui amènent à raisonner à l'aide de concepts et processus mathématiques, donc la compétence 2, ou dans une situation plus complexe, résoudre une situation problème, donc la compétence 1. Donc, on voyait qu'elle était tout le temps reliée à une ou l'autre, et on l'a comme un peu inclus, dans le fond, dans certains critères de chacune des compétences 1 et 2. Donc, si on revient à la compétence 2, donc raisonner à l'aide de concepts et processus mathématiques, encore une fois, il faut maîtriser les connaissances de chacun des 5 domaines mathématiques au primaire. Puis, les 3 critères d'évaluation qui permettent de juger de la compétence 2, et ça recoupe, je trouve, beaucoup les 3 premiers critères aussi de la compétence 1. Donc, d'abord, est-ce que l'élève est capable d'analyser adéquatement la situation d'application? Donc, est-ce qu'il a compris ce qu'il faut faire, encore une fois? Est-ce qu'il est capable maintenant d'appliquer adéquatement les processus requis? Est-ce qu'il est capable de justifier correctement les actions puis les énoncés à l'aide de concepts et processus mathématiques? Donc, ça revient, je trouve, à peu près aux 3 mêmes critères qu'on a vus juste avant
pour la compétence 1. Pour la compétence 3, où il y a un astérisque ici qui dit que ça fait l'objet de rétroaction à l'élève, mais ça tient pas, c'est pas pris en compte dans le bulletin, comme je le disais. Donc, encore une fois, on se base sur les 5 domaines mathématiques. Puis là, c'est quoi les 2 critères qui pourraient nous intéresser si on veut vérifier la communication? Bien, ça peut être d'interpréter si l'élève est capable de... Ça peut être de vérifier si l'élève est capable d'interpréter correctement un message à l'oral ou à l'écrit à l'aide du langage mathématique ou de produire correctement un message à l'aide du langage mathématique. Donc, par exemple, si j'avais un diagramme statistique, bien ici, c'est d'interpréter, on vérifie est-ce qu'il est capable d'interpréter le diagramme ou on pourrait lui demander de produire le diagramme, puis à ce moment-là, de produire un message à l'aide du langage mathématique, donc qui peut être écrit en mots, mais qui peut être aussi sous forme de justement produire un diagramme statistique. Donc, si on regarde les 3 annexes maintenant qui sont en lien avec chacune des 3 compétences, donc la première annexe, donc pour la première compétence qui était résoudre une situation problème, donc les 4 critères, manifestation oralement ou par écrit de la compréhension de la situation problème. Donc, le premier critère, on veut vraiment voir, est-ce que tu as compris quoi faire? Donc, est-ce que tu es capable de ici, on a certains éléments là, qui viennent indiquer plus clairement. Donc, est-ce que l'élève est capable de planifier les étapes à franchir, d'identifier les données pertinentes, puis de prendre en compte des contraintes de la situation problème? Donc, si je prends un exemple très simple qui ne serait pas une situation problème, mais un des éléments, disons, de la situation problème où on doit vérifier, par exemple, on sait que Amélie a mangé la moitié de la tarte, que Benoît a mangé le quart de la tarte, puis on veut savoir qu'est-ce qui reste pour Claude. Donc, on a à ce moment-là... ici, dans la première étape, ici, ce serait capable de voir, est-ce qu'on est capable de planifier les étapes à franchir, de dire, bon, mais on a des fractions pour Amélie et Benoît, ce qu'ils ont mangé de la tarte. On va aller réunir ces 2 fractions-là ensemble pour savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé en tout. Puis, on va aller soustraire pour voir ensuite, regarder le tout moins ce qui a été mangé pour savoir qu'est-ce qui reste. Donc, ici, le premier critère, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, le quoi, alors qu'ici, c'est la mobilisation correcte des concepts et processus requis pour produire une solution appropriée. Donc, l'élève pourra avoir compris ce qu'il faut faire. Donc, il a bien compris le sens des opérations et tout ça, mais il n'a pas bien compris comment le faire. Donc, quand vient le temps après ça de sélectionner les concepts et processus mathématiques requis puis de les appliquer, ça peut être là que ça pose problème. Puis, l'autre élément, ça serait le 3e critère, ce serait est-ce qu'il est capable d'expliquer les éléments pertinents de sa solution? Donc, quelle forme ça va prendre? C'est des traces claires et complètes de sa solution, à l'oral ou à l'écrit. Donc, est-ce qu'il l'a fait dans sa tête puis il fait juste donner la réponse, ben Claude va manger le quart de la tarte, ou il va avoir écrit ben, une demi plus un quart, 3 quarts, puis un entier moins 3 quarts, il reste un quart. Est-ce qu'il va avoir fait un dessin? Donc, est-ce qu'il est capable de nous laisser des traces claires qui nous montrent qu'il a vraiment bien compris? Puis, la validation, donc dans certains cas, il pourrait valider, puis il pourrait dire justement, ben aller vérifier, être sûr que j'avais une demi pour Amélie, un quart pour Benoît, puis là j'ai trouvé un quart pour Claude, je vais les mettre ensemble pour voir ce que ça me fait bien ma tarte au complet. Donc dans certains cas c'est pertinent, dans d'autres cas c'est pas pertinent, puis dans tous les cas, de toute façon, qu'ils soient pertinents ou non, ça fait seulement l'objet d'une rétroaction à l'élève et ce n'est pas toujours obligatoire, puis ça ne doit pas être inclus comme note pour le bulletin. Donc voilà pour la première annexe qui vient un peu préciser. Puis une fois qu'on a bien compris ce principe-là, c'est à peu près la même chose pour la compétence 2. Donc, on veut d'abord, dans un premier temps, analyser adéquatement la situation de l'application. Donc, identifier les éléments et les actions qui permettent de répondre aux exigences de la situation. Donc, de bien cibler en fait les contraintes. Quelles sont les contraintes que je dois prendre en compte? Puis de choisir les concepts et processus mathématiques requis. Donc, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on avait précédemment. Puis après ça, ben, c'est de les appliquer. Donc, appliquer adéquatement les processus requis. Donc, ça revient pas mal à ce qu'on vient de voir. Puis après ça, ben, justifier correctement les actions et les énoncés à l'aide de concepts processus mathématiques. C'est les traces claires. Est-ce que les traces sont claires, complètes? Puis utiliser des arguments mathématiques, par exemple, pour appuyer les actions, les conclusions des résultats. Donc, ça, c'est l'annexe 2 pour la compétence 2. Et pour la compétence 3, on a l'interprétation d'un message puis la production d'un message. Donc, on vient apporter ici certains indicateurs plus précis. Donc, on pourrait demander pour l'interprétation d'identifier des éléments importants d'un message, d'identifier les informations pertinentes, de sélectionner des concepts et processus mathématiques pertinents, puis de traduire aussi
un message intégrant des éléments du langage mathématique et du langage courant. Donc, de traduire, des fois, ça peut être de prendre en compte certaines contraintes, justement, pour reprendre dans les mots, pour dire qu'est-ce que ça veut dire, comment je dois tenir compte de cette information-là. Donc, tout ça, c'est l'interprétation versus la production, où je peux vouloir demander à l'élève d'élaborer un message dont les idées sont pertinentes, d'utiliser des concepts processus mathématiques pertinents, de formuler des arguments mathématiques appropriés, d'utiliser le langage mathématique de façon appropriée, puis le langage courant aussi, puis de respecter les règles et conventions propres au langage mathématique. Donc ça fait le tour pas mal pour le cadre d'évaluation des apprentissages. Donc maintenant qu'on a pu se familiariser avec les 3 compétences, puis l'idée un petit peu des 3 critères là, qui ciblent, en fait, est-ce que j'ai compris quoi faire, est-ce que je suis capable de l'appliquer, puis est-ce que je suis capable de communiquer ma solution là, de façon claire et précise. Donc si on résume en lien surtout avec la note au bulletin, en fait, comment ça fonctionne pour en mathématiques, il va y avoir un résultat disciplinaire qui va être donné, mais un résultat disciplinaire qui se décline dans le fond en 2 notes. Une pour la compétence 1, une pour la compétence 2. Puis, la compétence 1, comment on fait pour l'obtenir? Ça va être des situations problèmes en contexte. Puis, la compétence 2, ça peut être des situations d'application en contexte, puis aussi d'autres situations, d'autres évaluations qui vont maîtriser qui vont vérifier la maîtrise des connaissances plus décontextualisées, comme de la drill, par exemple. Donc, par exemple, un quiz, justement, ça pourrait faire partie de la compétence 2, où là, on va avoir, on va avoir une note qui pourrait découler, en fait, de ce quiz-là, mais qui serait comptée dans la compétence 2. On tient compte des connaissances des élèves, décontextualisées, là, sans que ce soit dans une situation problème ou une situation d'application. Maintenant, les grilles d'évaluation. Donc, à la base, le cadre d'évaluation des apprentissages, pour être capable de porter un jugement, en fait, sur chacun des critères des compétences, on s'appuie sur des grilles d'évaluation. Donc, je vous invite, dans le fond, à aller survoler les documents grilles d'évaluation primaire en mathématiques, là, ce document-là a été déposé sur Moodle. Maintenant, on va aller les regarder ensemble, puis on va aller les voir rapidement, puis on va aller regarder plus précisément, en fait, la compétence 1 au 2e et 3e cycle, parce que c'est celle-là aussi que je veux qu'on reprenne, la compétence 1 est souvent un petit peu plus problématique, plus difficile à évaluer, puis c'est celle que je vais aborder directement par un exemple pratique là, avec 2 solutions d'élèves dans la prochaine capsule vidéo. Donc, on va aller le voir, puis essayer de donner un exemple pour chaque descripteur de la grille. Donc, voici les grilles d'évaluation qui sont fournies par le ministère, les grilles officielles. Puis, on va voir tantôt qu'il y a certaines adaptations qui ont été apportées, notamment pour ajouter des pondérations aussi là, pour chacun des critères. Mais qu'est-ce qu'on retrouve? C'est que pour chaque cycle du primaire, en fait, on retrouve les grilles pour les compétences 1, 2 et 3. Donc, si on a la compétence résoudre une situation de problème mathématique, donc première compétence, premier cycle du primaire. Et là, on va voir ici, dans le fond, les critères d'évaluation. Donc, on a vu, est-ce qu'on a compris quoi faire? Est-ce qu'on est capable de l'appliquer, comment le faire? Puis, est-ce qu'on est capable de bien l'expliquer avec, dans certains cas, la validation? Et on va avoir des manifestations observables. Donc, autant pour niveau A, B, C, D, et il y a aussi E là, qui est à droite que vous pouvez voir de votre côté, mais bon, mon écran n'est pas assez grand, sinon ça va être trop petit, c'est incompréhensible. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une gradation. Donc, s'il y a un certain nombre d'étapes à réaliser, on va voir est-ce que pour résoudre la situation problème, l'élève va effectuer toutes les étapes ou les principales étapes ou encore les principales étapes, quelques étapes. On verra tout à l'heure qu'on va aller aussi quantifier pour avoir des événements observables plus faciles en fait à distinguer pour ne pas avoir justement principale étape. Sinon, on voit que ce n'est pas ça qui va être discriminant, ça va être peut-être d'autres éléments, là, par exemple, est-ce qu'il tient compte des données pertinentes et de la plupart des contraintes ou tient compte des principales données pertinentes et de certaines contraintes. Donc, on voit qu'il y a quand même une gradation qui permet de situer en fait l'élève s'il est au niveau A, B, C, D, E pour chacun des critères. Donc, sans le lire au complet, vous l'avez ici. Donc, on a ici la même chose pour le premier cycle du primaire, mais la deuxième compétence. On va avoir ici pour chacun des 3 critères une gradation de A à E. On a ici ensuite, celle-là, on va la regarder plus en détail en fait, pour la compétence 1, pour les deuxième et troisième cycles du primaire.
Donc, on va avoir ici, comme on voyait, c'est la même chose, effectue toutes les étapes, principale étape, quelques étapes, tient compte des données pertinentes pour le niveau A et de toutes les contraintes à respecter, versus au niveau B, il tient compte des données pertinentes et de la plupart des contraintes à respecter, puis il tient compte des principales données pertinentes et des certaines contraintes à respecter, versus au niveau D, il tient compte de certaines données pertinentes et de peu de contraintes à respecter. Puis, en ce qui concerne l'aide qui peut être apportée en fait par la personne enseignante, il peut avoir besoin d'interventions mineures pour clarifier certains aspects de la situation problème. Donc, ça, on pourrait dire ici qu'il peut rester dans le niveau A, mais si au deuxième et troisième cycle du primaire, pour la compétence 1, un élève a besoin de plus d'aide, c'est ici qu'on va le noter. Donc, il peut avoir besoin d'intervention pour clarifier certains aspects de la situation problème, a besoin d'intervention pour clarifier plusieurs aspects de la situation problème, puis a besoin d'intervention pour clarifier la plupart des aspects de la situation problème. Puis, bon, niveau E sera même tous les aspects de la situation problème. Donc, ici, dans le fond, est-ce que l'élève peut avoir compris quoi faire quand on regarde le résultat sur sa feuille pour la situation problème, mais par contre, il y a eu besoin de beaucoup d'aide. Donc là, il faut en tenir compte, ça, dans l'évaluation. Donc, c'est correct d'apporter de l'aide à l'élève au primaire, mais ça peut avoir une répercussion, justement, puis diminuer sa cote en lien avec le premier critère. Ensuite, est-ce qu'il est capable de l'appliquer maintenant? Est-ce qu'il fait appel au concept processus mathématique requis ou à la plupart ou aux principaux concepts ou à quelques concepts? La solution, est-ce qu'elle est exacte? Elle comporte peu d'erreurs mineures ou elle comporte quelques erreurs mineures ou peu d'erreurs conceptuelles procédurales ou quelques erreurs conceptuelles procédurales, puis des erreurs ou plusieurs erreurs conceptuelles et procédurales. Il est à noter que quelqu'un pourrait avoir A et avoir quelques erreurs mineures. Par erreur mineure, c'est plus des erreurs d'inattention versus des erreurs procédurales ou encore pire, des erreurs conceptuelles. Que ça on peut dire que ça compte pour plus, en fait. C'est plus dommageable pour la cote dans une situation problème. Est-ce que les traces sont claires et complètes ou est-ce qu'elles sont claires mais certaines étapes sont implicites? Est-ce qu'elles sont incomplètes, manque de clarté ou on a seulement des éléments confus ou isolés ou peut-être même pour la E, peu de traces? Puis pour la validation, il pourrait valider les principales étapes et les rectifie ou certaines étapes ou il a complété certaines étapes puis valide certaines opérations. Peut-être qu'il remet peu en question ce qu'il trouve ou il remet même pas en question ce qu'il trouve là, si c'était le niveau E. Donc, selon le cas, là, on va aller voir après qu'on peut aller encore plus finement, mais ça, c'est les grilles officielles, en fait, qui nous permettent de porter un jugement pour chacun des critères selon la compétence 1, 2 ou 3. Si on regarde la compétence 2, ce serait le même principe, je ne la lis pas avec vous, mais c'est le même principe de gradation pour les trois critères qui sont sensiblement les mêmes que la compétence 1. Puis la compétence 3, c'est la même chose pour nos deux critères ici. On a plus de niveau de détail avec une gradation. Donc, selon les grilles qu'on vient de voir, dans le fond, ça serait plus cohérent, en fait, d'avoir plus une cote, en fait. Donc, on terminerait avec les grilles avec un C, par exemple, ou B, selon les critères, tout ça, puis arriver avec un jugement plus global, comme ça, plus qualitatif, plutôt qu'une note. Par contre, à la base, c'était ça la vision, mais les grilles ont posé problème. Il y a des parents, des enfants qui n'arrivaient pas à bien comprendre ces grilles-là. Il y a des personnes enseignantes aussi qui n'arrivaient pas à bien appliquer, en fait, ces grilles-là. Donc, il y a eu beaucoup de pression, en fait, au ministère, puis il y a eu un choix politique là, de ramener en pourcentage. Je trouve ça un peu dommage, parce que pour moi, c'est correct de dire que pour la compétence, même si c'est peut-être moins précis, je pense que c'est plus cohérent avec cette idée de jugement global, qualitatif, de dire que la compétence était rendue à B, disons, plutôt que de dire une compétence à 82%. Qu'est-ce que ça veut dire une compétence à 82%? Mais bon, ceci dit, les choix ont amené à faire une espèce de conversion pour dire qu'on a ce genre de tableau-là qu'on va retrouver, que pour dire que pour, par exemple, les trois critères de la compétence 1, on pourrait avoir une note qui dit que si tu as A, par exemple, ça te donne 40, si tu as B, ça te donne 32, puis si tu as C pour le troisième critère, ça te donne 12, par exemple. Et là, la note finale, si tu as eu A, B et C, respectivement, pour les trois premiers critères, ça va te donner ici 84%, par exemple. 40 plus 32 plus 12. Donc, il est à noter aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que le premier critère va être discriminant, en fait, pour les deux autres critères.
C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir C au premier critère, puis avoir B, disons, aux deux autres critères. Ça ne ferait pas de sens parce que le premier critère, il vient montrer est-ce que tu as compris ce qu'il fallait faire. Parce que là, si tu n'as pas compris beaucoup de choses, ou tu as compris le strict minimum, là, puis à peu près la moitié des étapes à faire, et ces étapes-là, oui, tu les as peut-être toutes très bien faites, mais il y a plusieurs étapes que tu n'as pas saisi qu'il fallait faire et donc que tu n'as pas fait. Donc souvent, on va dire que le premier critère va être discriminant, va avoir une influence sur les critères 2 et 3. Puis, dans ce sens-là, on va peut-être aller voir plus finement ce que je viens de dire. En allant voir, il y a un arbre de décision qui a été fait par une commission scolaire, ou un centre de service scolaire plutôt, pour amener à distinguer une erreur mineure ou d'inattention, ou une erreur majeure ou conceptuelle, là, en lien aussi avec quelque chose qui n'aurait pas été abordé là, dans le premier critère. Donc, on va aller voir ensemble l'arbre de décision. Donc, autant pour les situations problèmes, la compétence 1, que les situations d'application, compétence 2, il y a cet arbre de décision-là qui a été fait ici, là, qui amène, dans le fond, à repérer les erreurs, puis ensuite à déterminer la nature des erreurs. Donc, donc on va regarder ici chacune des étapes de l'arbre de décision qui vont nous amener à voir quelles conséquences là, dans la grille. Quelles conséquences on va faire dans la grille. Donc, est-ce que l'élève a tenu compte ou a voulu tenir compte de la donnée ou de la contrainte liée au concept ou au processus? Donc, est-ce qu'il a voulu tenir compte de la contrainte? Oui. Donc, si c'est oui, ben, il s'agit d'une erreur. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur mineure ou d'une erreur conceptuelle? Puis là, on en tient compte dans le critère 2. Donc, si il a tenu compte de la contrainte, donc on ne pénalise pas dans le critère 1. Puis après ça, s'il y a une erreur conceptuelle ou une erreur mineure, ben on va en tenir compte dans le critère 2. Sinon, il n'a pas tenu compte de la contrainte, ben il faut en tenir compte dans le critère 1 à ce moment-là. Parce que là, c'est ça dans le critère 1, c'est qu'il a compris quoi faire, il a tenu compte de toutes les contraintes, donc on en tient compte dans le critère. Après ça, il peut y avoir d'autres répercussions aussi dans le critère 2. Donc, on va vérifier, est-ce que le fait de ne pas avoir tenu compte de la contrainte, est-ce que ça a occasionné l'omission d'un concept ou d'un processus? Sinon, donc si par exemple, je ne sais pas moi, c'est une situation problème sur l'addition de fractions, puis le fait qu'il n'a pas tenu compte de cette contrainte-là, ben, il n'a pas additionné les fractions, mais dans un autre cas ailleurs, il a été amené à additionner des fractions, ben, donc ça n'a pas occasionné l'omission d'un concept processus qui est l'addition de fractions, parce qu'il l'a fait ailleurs. Donc, on ne va pas le pénaliser à ce moment-là pour le critère mobilisation. Si oui, par contre, si ça l'a amené à ne pas faire l'addition de fractions, ben, on va regarder est-ce que le concept est présent à un autre endroit dans la tâche. Donc, sinon, justement, ben, c'est là qu'on va le considérer comme erreur conceptuelle, puis on va aller pénaliser dans le critère 2. Si oui, il est ailleurs, donc si par exemple, comme je le disais, il n'a pas fait l'addition de fractions ici, mais il l'a fait ailleurs, on va vérifier ailleurs, est-ce qu'il l'a fait correctement? Si oui, bon, on va dire que c'est une erreur mineure dans le critère 2, donc il ne l'a pas fait ici, il n'a pas fait l'addition de fractions telle que c'était prévu, donc c'est une erreur mineure, mais si non, il n'a pas fait l'addition de fractions et il ne le fait pas nulle part ailleurs, alors que c'est une situation problème qui doit évaluer l'addition de fractions, bien là, c'est une erreur conceptuelle dans le critère 2, donc il serait à la fois, dans le fond, pénalisé pour le critère 1 parce qu'il n'a pas tenu compte de la contrainte, mais aussi dans le critère 2 parce qu'il n'a pas mobilisé, en fait, ce concept-là. Puis après ça, une fois qu'on a pu regarder l'arbre de décision, on a pu voir la nature des erreurs, on va aller pouvoir le situer sur la grille comme on vient de les regarder. Donc maintenant qu'on a vu ça, on a distingué une erreur mineure ou une erreur majeure ou le fait de ne pas tenir compte d'une contrainte, quel effet ça peut avoir sur la note. Maintenant, comment on va aller évaluer le plus concrètement? Donc, c'est important d'avoir des éléments observables précis pour une situation donnée. Donc, on a vu que nos grilles, les grilles du ministère, en fait, sont des grilles qui sont larges, qui servent pour toutes les situations, mais je pense que c'est important de se ramener, dans le fond, à des grilles plus ciblées. Donc, et je vais aller vous en montrer un exemple. Et ça demande du temps au début, mais ça vous permet de devenir plus efficace puis plus signifiant, à mon sens, pour évaluer des compétences. Donc, au début, les premières copies que vous allez évaluer, vous allez voir, ça va vous prendre du temps. C'est pour ça on va le faire aussi dans la prochaine capsule vidéo. Mais après une certaine expérience, ça va devenir plus signifiant à mon sens, puis va être plus facile d'être capable de prendre cette grosse situation problème-là avec des solutions qui seront probablement toutes différentes d'un élève à l'autre, puis d'arriver à apporter un jugement par rapport à ça. Donc là, je vous poserai la question maintenant, est-ce que, maintenant qu'on a vu les grilles, est-ce que ces grilles-là sont appropriées pour évaluer un mini-test?
Donc, à mon sens, non, on n'a pas besoin de grille pour évaluer un mini-test. On pourrait dire qu'on a 10 questions, un point chacun. Ça sera évalué dans la compétence 2, comme on disait tout à l'heure, un mini-test ou un quiz, mais on n'a pas besoin des grilles pour ça. Donc, c'est vraiment plus pour des tâches plus complexes, là, soit des tâches, des situations problèmes ou même des situations d'application là, avec la compétence 2. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le terrain maintenant qu'on a vu les situations générales du ministère? Donc, il y en a qui vont venir intégrer directement les notes avec même des plus. Donc, au lieu d'avoir juste des A, B, C, D, E, avoir des A+, jusqu'à E, et avec des notes correspondantes. Donc, si on vient dire que l'élève a une compétence marquée, par exemple, pour tel aspect, ben, on vient lui mettre 100 pour ça, ou compétence assurée, ou acceptable, ou peu développée, ou très peu développée. Donc, on vient avoir, oui, un jugement qualitatif, mais qui amène à une note quantitative. Ça. Donc ça, il y en a qui vont comme ça, et ça fait que l'élève, sa note qu'il peut avoir, c'est soit 192, donc il y a des bons, comme vous voyez, de 8 ici, et l'élève ne pourrait pas avoir 63. On va voir tantôt, même dans la prochaine capsule vidéo, qu'on peut y aller peut-être même un peu plus finement, puis il pourrait avoir des notes entre des écarts, des bons de 8, si on veut. Mais bon, on retrouve la même chose finalement pour la compétence 2, donc même principe. Donc on retrouve ça sur le terrain. Là. Il y a des personnes enseignantes qui utilisent ce genre de grille-là aussi. C'est à peu près les mêmes idées là, de gradation finalement, puis qui amènent à apporter un jugement plus global. Il y a aussi l'alternative de Van der Waal et Levin. Donc, dans le livre que vous avez, le chapitre 1 que vous avez lu, si je ne me trompe pas, à votre premier cours de didactique, qui amène à dire, ben, l'évaluation, on peut noter, en fait, selon il peut y avoir quatre paliers, si on veut. Donc, d'abord, est-ce que l'élève, on dit, est-ce qu'il a compris ou pas encore? Si on dit qu'il a compris, ben, est-ce que c'est excellent, donc un accomplissement complet, ou compétent, donc un accomplissement substantiel, mais pas tout à fait complet. Puis si c'est pas encore, ben, peut-être qu'il peut y avoir un accomplissement partiel, on va dire marginal, niveau marginal, ou non satisfaisant, accomplissement minime. Donc, j'aime bien cette idée, en fait, de j'ai compris ou pas encore, puis sans utiliser juste ce genre de grille-là, qui, à mon sens, n'est peut-être pas encore assez développé, mais j'aime cette idée de percevoir que l'élève, en fait, c'est un processus. Son apprentissage est un processus, puis il peut avoir compris ou pas encore compris, mais il ne faut pas juste dire c'est bon, pas bon. Donc, il a compris ou il a encore besoin d'aide, besoin de temps pour en arriver à comprendre éventuellement. Ce qu'on veut, c'est que les élèves, finalement, en arrivent tous à tout comprendre. Donc, je vous invite, dans le fond, à expliquer ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Dans cette capsule-là, je pense qu'on a pu d'abord se familiariser avec les compétences à évaluer en mathématiques à l'aide de critères qualitatifs. On l'a fait de façon, c'est une première façon de l'aborder. Vous allez voir que c'est quand même complexe, c'est tout un monde d'évaluation, mais j'espère que ça deviendra plus concret dès la prochaine capsule. Puis on a pu justement, dans cette idée-là, pour préparer le terrain, d'envisager l'opérationnalisation de l'évaluation à l'aide de grilles à personnaliser pour chaque situation par des critères qualitatifs ou quantitatifs, c'est-à-dire des éléments observables. Donc, on pourra mettre tout ça en application dès la prochaine capsule vidéo. Merci!